chose promise, chose due. Celui qu'on attend. Celui qui a un autre son de cloche en tout cas sur sur le président, pardon, Donald Trump est avec nous au téléphone. Bonjour, Mr. Jory. Bonjour, mesdames. Bonjour, les membres de l'équipe. Merci, Jory. Alors, donc voilà, ce que je disais, c'est que on a commencé à un tout petit peu parler de Donald Trump et automatiquement, Jory, tous les vieux trucs sont ressortis. À savoir qu'ici, on ne sait pas pourquoi, tous les médias n'arrêtent pas de nous bombarder sur le danger que peut représenter Donald Trump. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on parle de Donald Trump, on voit une espèce de monstre. Et à un moment donné, on se pose quand même cette question, comment aux États-Unis on a pu élire un monstre pareil? Ou alors, si c'est pas un monstre, qui sait? Finalement, on ne connaît pas Donald Trump. Monsieur Jory, s'il vous plaît, éclairez-nous. Qui c'est ce président-là? Ok. Vous savez, les médias ont perdu leur monopole depuis l'avènement des médias sociaux. Alors donc, ce sont des gens qui manipulaient l'opinion publique. C'était des pontifes de la pensée. Alors donc, ils ont favorisé la globalisation, ils ont favorisé la finance, la spéculation financière par rapport à l'outil industriel aux États-Unis et dans le monde, même en France. Même en Europe, donc, ça je voyez, confirme. Même en France, absolument. C'est une élite mondiale, c'est une élite mondiale. Vous prenez le New York Times et vous prenez le journal Le Monde, leur ligne éditoriale est pratiquement la même. Ils disent la même chose. C'est ce que vous entendez en France, c'est la même chose ici. Mais ici, aux États-Unis, il y a de contre-pouvoirs. Les États-Unis a toujours eu, aux États-Unis, une politique il y a eu toujours des centres de contre-pouvoir. Beaucoup moins en Europe. Mais ici, bien que la pensée unique prédomine, il y a de contre-pouvoirs aux États-Unis. Et Donald Trump, c'est quelqu'un, d'abord, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'histoire de cet homme-là. Cet homme-là était libéral il était plus proche des idées du Parti démocratique que du Parti démocrate que du Parti républicain. Pourquoi il a fait le shift il est allé au Parti républicain? Tout simplement, parce que c'est un millionnaire. Le Parti républicain, c'est un parti des riches, des classes possédantes. Et secondo, le Parti républicain n'est pas un parti comme le Parti démocrate contrôlé. Le Parti démocrate est contrôlé par une élite. Depuis 25 ans, c'est les Clinton et puis en machine qui contrôlent le Parti démocrate. Et ils ont d'ailleurs laminé le mouvement, le syndicat, le mouvement syndicaux. Ils ont éliminé tout l'aile gauche du parti. Alors que le Parti républicain est un parti où les forces ont du mal. C'est un parti qui a plusieurs forces au sein. Vous avez les chrétiens évangélistes. Oui, vous avez la les classe petits partis. Voilà, donc les petits partis et tout ça. Donc c'est un parti qui a du mal. Personne ne peut contrôler le parti républicain. Enfin, du moins, il n'est pas contrôlable comme le Parti démocrate. Le Parti démocrate, on a essayé. Moi, je suis un gars de Bernie Sanders. Je suis pas un gars de Trump. Moi, je vote l'aile gauche du Parti démocrate. J'ai voté Trump par défaut. Je pense que Donald Trump est beaucoup mieux que Hillary Clinton, et sur beaucoup de points. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voté Trump. Et vous voyez cette folie anti-Trump qu'on entend partout. Le gars n'est pas ce que disent tous ces journaux, parce qu'ils ont perdu le monopole de l'information. Et Donald Trump est un gars qui a compris ça. Il a compris à merveille. Il joue à merveille des médias. D'accord. Maintenant, nous, en tant que... Là aussi, on réagit par rapport à nos origines, par rapport à ce qu'on est et autres. On est tous ici français, d'accord, on est européens et autres, mais ça reste qu'on est aussi djiboutiens, aussi, donc africains, arabes, musulmans. Et là, on n'arrête pas de nous dire que voilà, ce gars-là est raciste, ce gars-là est islamophobe. Et il ne peut que faire du mal. Et puis d'ailleurs, il a déjà commencé en interdisant à 7 pays, comme par hasard musulmans, arabes et autres, l'accès aux États-Unis.
comment quelqu'un comme toi, Chouari, peut soutenir Donald Trump? Ou alors est-ce qu'on se trompe de ligne? D'abord, il faut se rappeler que l'islamophobie, depuis 2011, depuis 2001, le 11 septembre, ce sont la presse qui a monté les gens. Les mêmes gens, les médias, les mêmes gens qui aujourd'hui défendent l'islam par hasard, ils se sont réveillés, ils ont trouvé que les musulmans c'était des gens gentils, pas méchants, que c'était une frange qui faisait du terrorisme, qui étaient vraiment des terroristes, mais la grande majorité des musulmans sont des gens pacifiques. Du jour au lendemain, ils ont changé la narration. Ils ont complètement dévié. Donc, ils ne sont plus islamophobes. Aujourd'hui, on aime les musulmans. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que Donald Trump. Alors, ils attaquent Donald Trump par tous les angles possibles, imaginables. Bon, Donald Trump, c'est un politicien. Il a été élu. J'ai parlé des chrétiens fondamentalistes, les Tea Party et puis d'autres. C'est un électorat qu'il a élu. C'est cet électorat, donc il joue un peu le langage. C'est un politicien, c'est un opportuniste, et il le sait. Et d'ailleurs, si vous regardez les mesures qu'il a prises, c'est pour 90 jours. Il n'a pas interdit tous les pays musulmans. D'ailleurs, je l'ai dit, c'est une mesure démagogique. Parce que s'il fallait interdire des pays, il fallait qu'il interdise l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, la Turquie, qui sont les financiers et les supports politiques des terroristes. Ce sont ces 4 pays. Si vraiment Donald Trump voulait sérieusement arrêter le terrorisme islamique, il fallait commencer par l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats unis et puis la Turquie. Alors donc on voit que c'est démagogique tout ça. Bon, mais c'est la politique. Je ne suis pas là pour défendre la ligne politique de Trump. Il y a sur 2 points que je suis d'accord avec lui et que en fin de compte, Trump, c'est le gars qu'il faut pour les États-Unis. Mais là, si je te parle comment il y a une inspiration très forte dans ces pays-là. Et ce que vous voyez sur CNN, MSNBC, toutes les chaînes de télévision, c'est la folie. Ils n'arrivent pas, ils ne savent pas comment dealer avec ce gars-là. Ils ne savent pas comment le contrôler. Et il est incontrôlable. Donald Trump. Oui, mais est-ce qu'il pourra tenir ce Donald Trump? Et puis d'abord, là on est en train de parler. Qu'est-ce qui a attiré Donald Trump? Comment ça se fait qu'il est devenu président, je veux dire? Qu'est-ce qui a attiré? Quel est l'électorat et qu'est-ce qu'ils attendent de Donald Trump? Et surtout, qu'est-ce que Donald Trump a promis? C'est l'électorat blanc. C'est l'Amérique blanche. L'Amérique blanche délaissée par la globalisation. L'Amérique blanche qui souffre économiquement. C'est l'Amérique blanche qui a peur des lendemains qui chantent, des lendemains, la transformation de l'Amérique. L'Amérique, démographiquement, l'Amérique est en train de changer. C'est vrai, c'est que, écoute, moi j'habite au sud des États-Unis, donc je peux te dire, les Mexicains et puis les Latino-Américains qui rentrent illégalement, ils sont en train de changer les tissus démographiques des États-Unis. Et il y a cette peur, et c'est légitime. C'est légitime. Nous-mêmes, Djiboutiens, si on le prend, les Djiboutiens des souches, quand on parle de gens qui sont venus de la Somalie, de l'Éthiopie, des pays de la région, nous avons cette anxiété et nous savons que la démographie a complètement changé et que finalement aujourd'hui on ne représente rien du tout. Nous sommes minoritaires et insignifiants. Et c'est une politique qui a été pensée à Djibouti. C'est la même politique qui est en train de s'installer, qui est en train de se dessiner ici aux États-Unis. Donc c'est ça, c'est cette Amérique blanche qui a tout perdu. Il faut voir, dans les années, je vais vous donner un exemple précis. Dans les années 80, un ouvrier blanc chez Ford ou bien dans le bassin industriel Midwest touchait à peu près 35 à 40 $ de l'heure. Il y a 25 ans de cela. Aujourd'hui, le SMIC aux États-Unis, il est 8 $. Ce gars-là qui travaillait dans les usines, il avait un niveau de vie supérieur à son éducation. Il avait niveau high school, c'est-à-dire lycée, baccalauréat à peu près. Et puis il faisait cet argent-là. Exact. Alors on lui a dit, non monsieur, tu n'es pas très éduqué, tu fais trop d'argent, on va délocaliser la production en Chine. Les Chinois, ils touchent 50 centimes par heure.
Donc, ils travaillent plus que toi. Donc, on va délocaliser la production industrielle. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ça, là. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Et ce sont des gens... Il faut sortir des grandes villes américaines pour voir vraiment la misère. Les États-Unis, ce sont des petites villes. C'est pas les grosses villes. C'est pas New York, c'est pas Houston, c'est pas LA, c'est pas le tissu démographique des États-Unis blancs. Ce sont les petites villes. Et c'est là, et ces gens-là, ils sont dans un marasme total. La drogue, l'alcool. Vous pouvez pas vous imaginer le dégât que la globalisation a produit dans ces pays-là. Alors donc, c'est toutes ces frustrations, Donald Trump a su vraiment les canaliser. Et son discours et tout. Et moi, je regardais, tu sais, au début de la campagne, je regardais. Mais les masses qui arrivaient dans ces meetings, c'était incroyable. C'était 30, 40 000. On revenait de gens. On voyait, moi je savais tout de suite qu'il allait gagner ces gars-là. Depuis longtemps. Et ils se sont fermés les yeux. Ils ont pensé, Bush, il va le laminer. Il a laminé Bush, il a eu la nomination du Parti républicain. Ils ont fait tout pour le freiner. Après, oui, on a suivi ça, oui. Oui, bien sûr, Clinton va le battre. Juste pour te dire que le capital spéculatif était avec Clinton. Koch, c'est les frères Koch, ce sont des industriels du pétrole, c'est des magnats de l'énergie. Ils investissent des milliards dans les campagnes électorales aux États-Unis. Et ces gens-là, généralement, ils sont dans le parti républicain. Mm-hmm. Eh ben, dis-toi que ces gens-là, du jour où Trump a eu la nomination, ils ont soutenu Hillary Clinton. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de classe. Ce sont des intérêts des classes, mais pas des intérêts politiques. Le gens là, ces magnats, cette bulle financière, ces spéculateurs qui ils sont 1% de la population des États-Unis et je crois qu'ils s'accaparent de 80% des richesses. Ah oui, d'accord. De la richesse du pays. Donc vous voyez, la richesse du pays a passé du grand nombre de la classe, ce qu'on appelait la classe moyenne américaine, à cette 1% des spéculateurs et des parasites qui vivent aux dépens du peuple américain. Et c'est ça là. Et Donald Trump symbolise cette frustration. J'ai l'impression que là, tu es en train de me faire passer Donald Trump pour quelqu'un de gauche. Donald Trump a été toujours un libéral qui a toujours gravité au parti républicain, au parti démocrate. Il faut voir ce qu'il disait sur les même pendant son élection. Il disait pour la couverture médicale. Il a dit qu'il faut prendre soin de ces gens-là, de gens qui n'ont pas la couverture médicale. Il faut faire quelque chose. Il était le seul dans le parti démocratique, dans le parti républicain, comme candidat, qui avait ce discours. Et Donald Trump a été toujours un libéral en matière d'avortement, en matière de liberté civique. Il a durci le discours parce qu'il fallait. Il fallait s'accaparer de cet électorat. Il fallait qu'il gagne cet électorat de droite chrétienne, pas trop politisé. C'est ça le drame. Ouais. Et puis le jour là, je disais c'est 50% de la population, 40. Il disait c'est entre 45 et 48, 40%. C'est la moitié du peuple américain. Et l'autre moitié, il y a peut-être un 30% qui sont de gauche, Sanders. Alors donc qui sont les autres? Donc Donald Trump, la majorité des peuples américains représente une idée. Ce sont des idées d'égalité, ce sont des idées. L'islam, c'est un faux problème aux États-Unis. Les Américains, c'est la société la plus tolérante par rapport aux Européens. Ici, il y a des femmes qui se couvrent complètement en niqab et qui sont tolérées. Jamais une chose ne se ferait en Europe. Les Européens, ce sont des grands hypocrites, alors que les Américains, en termes de liberté religieuse, les musulmans sont beaucoup. Je vis dans ces pays, ces pays-là, et puis je sais ce qui se passe. Ils sont beaucoup plus tolérants que les Européens, ces hypocrites qui nous parlent de la liberté religieuse et de tout ça. Je sais l'islamophobie qu'il y a en France. Ici, il n'y a pas. Les Américains ne sont pas. Ce sont des gens qu'on a montés depuis 2001. On a monté contre l'islam. Alors donc, ce sont ces gens-là mais sinon, les Américains sont un peu très tolérants. Non, mais ça, je le savais, mais c'était juste qu'on ne comprenait pas pourquoi le là. Sinon aussi, il y a autre chose qui fait très très peur,
c'est la politique étrangère de M. Donald Trump. On a l'impression, en tout cas je te donne la vision que l'on a ici de lui, en Europe, on a l'impression qu'on va aller vers la Troisième Guerre mondiale. Hein. Qu'en est-il de sa politique étrangère? Non, encore, c'est sans la, vous savez, c'est une propagande anti-Trump. Trump, d'abord, sa politique étrangère, elle n'est pas claire, elle n'est même pas définie. C'est pour te dire, Trump, il ne veut plus une grande puissance une grande puissance militaire américaine. Il le dit, mais vraiment, il sait la priorité pour lui, c'est rester aux États-Unis, développer l'économie du pays et surtout bâtir les infrastructures. Les infrastructures. On en a besoin dans ces pays-là. Alors, sa politique étrangère, pour le moment, elle n'est pas claire. Mais je peux te dire une chose. Bon, en Chine, Trump il veut une confrontation économique avec la Chine. Je ne sais pas, militairement, je ne pense pas que Trump veut une confrontation militaire avec la Chine. D'ailleurs, personne n'en veut. Espérons, oui. Il veut, absolument. Et il veut avoir une politique d'entente avec la Russie. Il est réaliste. La Russie ne représente pas ce qu'elle était. Mais il y a tout un lobby ici aux États-Unis qui sont anti-russes et qui ont une mentalité de guerre froide. En ce qui concerne les pays musulmans, généralement, on regarde le Pakistan, il est très bienveillant par rapport au Pakistan. Donc ce n'est plus la politique de l'axe d'Obama qui était pro-indien, anti-Pakistan, Trump c'est pas un dogmatique. Trump c'est quelqu'un de très réaliste. Et je ne sais pas, d'ailleurs, moi j'ai pensé qu'il allait nommer Giuliani comme secrétaire d'État. Complètement, qui est un gars idéologue et complètement rigide, de droite. Donc il nomme une autre personne, le CEO de ExxonMobil. C'est pour vous dire, ces gars-là est très pragmatique. Et puis je ne sais pas sa politique. Personne ne sait encore sa politique étrangère. Il a remis en cause la politique d'une Chine. Et puis, depuis la semaine dernière, il revient en arrière. Donc, c'est pour dire, c'est encore sa politique étrangère, on ne sait vraiment pas. Est-ce qu'il va aller en Syrie? Il parle d'envoyer des soldats américains pour combattre Daesh et les autres terroristes en Syrie? On sait vraiment pas. Mais c'est un gars très pragmatique. S'il voit que c'est un gars qui calcule tout. Le gouffre de l'économie américaine et le déclin américain, c'est cette dépense militaire, c'est cet excès de bases militaires dans le monde. C'est quelque chose d'abouti. Il faut voir vous savez, c'est des milliards qu'ils ont engloutis à les Monnier et tout ça. Donc, et vous savez qu'il y a 1000 bases militaires à travers le monde. 1000. Des bases américaines à travers le monde. Chaouri, ça c'est l'intérêt américain, il n'est pas payé comme ça, milliards de milliards. C'est l'intérêt des États-Unis des Amériques, c'est l'extraire. Si le pétrole, s'il y a Djibouti, il investit, s'il y a les postes, tout ça, c'est pour l'intérêt des Amériques, pour surveiller les pétroles et la richesse parce que si aujourd'hui les Américains sont riches, c'est grâce à qui? C'est la grâce des pétroles, les Moyen-Orient. Je ne pense pas. En tout cas, ça c'est une partie. C'est vrai que c'est une partie que l'énergie était. Aujourd'hui, les États-Unis est suffisant en matière d'énergie. C'est pour te dire qu'il y a eu la production. Maintenant, c'est ce qu'on appelle, je sais plus, de shale, le forage horizontal. Le gaz de schiste. Comme on appelle le shale. Gaz de schiste. Voilà, exactement. Absolument. Alors donc les États-Unis, on a la technologie et puis on est suffisant en matière d'énergie. On peut être même dans les prochaines années, on peut être exportateur. Bon, ça c'est un autre point. Il faut pas oublier que l'Amérique c'était la puissance industrielle et la puissance financière du monde. Ils ont cassé l'outil industriel des Américains, des États-Unis, mais il reste encore la puissance, la puissance financière des États-Unis. Bon, maintenant, ce que Donald Trump veut, c'est de redynamiser l'outil industriel américain. Et c'est vrai, il y a une quatrième révolution, on parle d'une quatrième révolution industrielle. Et je pense que les Américains sont bien placés pour ça. Et le problème, c'est que nous n'avons pas assez d'ingénieurs, on n'a pas assez de techniciens, donc on ramène la globalisation. Je vais vous donner un exemple. On ramène ici trop d'Indiens.
de gens qui savent écrire quelques codes et puis de la programmation. Ben, on les paye entre 15 et 20 dollars. Vous savez, il y a une vingtaine d'années, 25 ans, un ingénieur, un programmeur américain se faisait 50 dollars l'heure. Alors, donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on ramène des ingénieurs, le mythe des ingénieurs indiens et tout ça. Ici, il y a d'excellents ingénieurs aux États-Unis. Le problème, c'est qu'on les a cassés. On les a marginalisés. On ne veut pas les payer à leur juste valeur. Alors, on te ramène ici. C'est pour ça qu'il y a des grosses sociétés d'informatique indienne qui sont installées ici et qui ramènent des Indiens. Et ça, c'est un autre problème. Avec des Donald Trump, tu crois qu'il va renvoyer ça chez eux là Je sais pas. Tout ça est très. Mais il a commencé à surveiller les visas, les B1, c'est comme B1, D'accord. c'est ce qu'on appelle. Donc il n'y a pas que le pauvre Mexicain qui veut freiner. Il y a aussi cette classe de soi-disant ingénieurs, codeurs qui viennent de l'Inde, qui il faut voir ici, ils se sont installés partout dans les Silicon Valley et ils sont en train de faire du networking. Et on les favorise. Bah, tu m'étonnes à 5 dollars de l'heure, c'est normal. Voilà, on les favorise et puis et il faut voir comment ces Indiens ont pris une importance incroyable. D'accord. Donc, ce n'est pas que le petit Mexicain, mais aussi c'est autre chose. Ok, vas-y Nidal. Non, c'était juste pour dire, voilà, il est 15h15, on va bientôt quitter l'émission. Si tu as un dernier mot sur Donald Trump, en tout cas, on est en train de voir que ce n'est pas vraiment le monstre qu'on veut bien nous décrire. Voilà. Et on te laisse le dernier mot sur Donald Trump. Oui, ce n'est pas le monstre, et puis c'est pas un islamophobe comme on le décrit. Il faut attendre. C'est un gars très pragmatique et si on le laisse tranquille, ce gars-là peut régénérer, revitaliser l'économie américaine. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, dernière question. On parle de plus en plus, ici en France, de destituer. Il y a, paraît-il, ce qu'on appelle un impeachment chez vous. Est-ce qu'il peut? Je veux dire, il n'a même pas fait 2 mois, ce gars-là, qu'on parle déjà de ça. Oui. C'est la musique, ça c'est leur dernier espoir, leur folie. Ils n'arriveront pas parce que ce gars-là, comme j'ai dit, c'est 50% de blancs qui ont voté. La majorité de blancs et au moins 50% de la population qui a voté pour lui. S'ils veulent une guerre civile aux États-Unis, ils vont faire ça. Les blancs, l'électorat blanc de Donald Trump, ce sont les Américains dans les campagnes ils ont des fusils, ils sont armés. C'est les en plus. Voilà. Alors donc s'ils veulent une guerre civile, ils feront ça, mais je ne pense pas. Chauri, mon dernier mot. Semaine dernière, il était en visite du Premier ministre israélien Netanyahou. Comment ça s'est passé au fait? Qu'est-ce qui s'est passé exactement les positions de Trump? Tu sais, c'est un peu, il joue un peu la carte pro-Israël parce que l'électorat évangéliste qui sont pro mais en même temps qu'il a, et ça c'est, en même temps qu'il s'entretenait avec Netanyahou, son nouveau directeur de la CIA était à Ramallah et s'entretenait avec Abbas. On sait vraiment pas. Ouais, exactement. Bon, je pense pas. D'ailleurs, il disait à l'époque, qu'il était pour la solution pour une paix juste et puis la solution de 2 États, un État israélien et un État palestinien. Mais ça aussi encore, on sait vraiment pas. C'est encore tout fraîche. Il faut attendre et on va voir comment elle va se dessiner. D'accord. Donc, je ne pense pas qu'il est... il faut voir que le lobby ici aux États-Unis est contre Trump. Donc, il sait... Parce que le seul mot que j'ai retenu, M. Chauri, il a dit l'ambassade d'Amérique, on va réfléchir pour délocaliser à bientôt, je ne sais pas, à Jérusalem, comme c'est-à-dire reconnu de capitale
Ouais, mais l'État ça, d'Israël. Et il a sorti à cette phrase-là, M. Donald Trump. Et il n'a même pas dit clairement au niveau de colonisation, il a dit c'est à vous qui décide, M. Netanyahou, il faut faire attention. Et c'est vraiment, c'est des ambigus là, c'est comme si il a donné carte blanche. Mais ça, Israël Il a n'a pas toujours eu donné carte blanche. Je ne pense pas. Oui, et Obama, et il faut dire, Obama, c'était le président des États-Unis le plus pro-israélien depuis des années. Oui, mais il a peur, Alors, lui, c'est un donc, petit blague. Voilà. Alors donc, le gens là qui ont une bonne conscience, hein, Obama, le président le plus pro-israélien de l'histoire des États-Unis, c'était Obama. Il a donné des milliards de dollars d'armement avant de quitter à Israël. Donc, le musulman qui se scandalise. Et puis après tout, l'Arabie Saoudite, les Émirats et les Qatar, ils sont alliés avec qui ces gens-là? Ouais. Hein, ils sont alliés. Alors donc, c'est de l'hypocrisie. Tous ces salafistes et wahhabistes qui sont de brainless, on les manipule, on manipule la population, la communauté musulmane à travers le monde. C'est pas vrai. Le plus grand soutien, ce sont ces pays-là, c'est l'Arabie Saoudite, le Qatar et avec leurs mains financières et tout. D'ailleurs, alors qu'il ne vient pas nous raconter des histoires en lui disant Trump est anti-musulman, anti-palestinien, anti. C'est faux, c'est un faux débat. Et il manipule les gens. Il faudrait que les gens prennent conscience. Je ne suis pas, comme je dis, je ne suis pas un pro-Trump, mais je suis par défaut. Entre lui et Hillary Clinton, eh ben je prends Trump. Il vaut mieux Trump. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, M. Choré. Et on va certainement vous rappeler parce que le monsieur, il suscite beaucoup de débats quand même. Merci beaucoup. merci kaasi waxaa Mustar Shawqi oo ku nool dalka Mareykanka waxyaalo badan nooga cadeeyay madaxweynahaasi Mareykanka Donald Trump oo ah nin had iyo jeer hadaladiisu ay aad